Sur l'horaire, il n'y a pas de période de questions prévue, mais je sens qu'il y en aura probablement quelques-unes. Il y a déjà une file. Il y a déjà une file. Bonjour. C'était pas nécessairement une question, mais c'était pour amener un point justement sur l'affaire avec Scott Walker, Wisconsin. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez vous nommer, s'il vous plaît? Oui, mon nom est Pierre-Yves Saint-Onge, je suis de la Rive-Sud de Montréal. Une des choses qu'il y avait eu comme débat à l'époque aussi, c'est que le syndicat de la fonction publique contrôlait les bénéfices, les plans de bénéfices des employés. Et le syndicat se battait pour garder ce privilège-là. Et ils ont perdu le privilège de décider qui fournirait les avantages sociaux à la fonction publique, ce qui a amené un débat. Et les travailleurs ont pu sauver une centaine de millions de dollars sur leur cotisation d'avantages sociaux. Donc, c'est un petit exemple du corporatisme syndical, comment ça nuit aux gens. Merci. Bonjour. En fait, moi, si je veux juste faire un petit commentaire à Éric. Éric, j'ai un petit élan d'amour aujourd'hui. Je veux juste te remercier pour tout ce que tu fais. Je sais que c'est très courageux de le faire. Je me suis pas nommée, hein? Non. Ah, On te connaît, Lucille. Lucille Mété. Et je veux juste rajouter que j'ai connu Éric à l'Assemblée nationale. Et je sais qu'il y a des gens qui disent des pas belles choses à ton sujet des fois, là. Et oui, j'ai jamais vu ça. Ouais. J'écoute pas beaucoup les médias à cause de ça, mais j'ai entendu. Et puis, je veux juste dire que Éric, en ce qui me concerne, c'est une personne vraiment humaine. À chaque fois qu'on a eu besoin de conseils ou à l'Assemblée nationale, il y a toujours eu l'écoute, la patience, la gentillesse, la générosité. Et tu le démontres encore une fois avec tout ce que tu fais. Je voulais juste te remercier pour ça. Merci infiniment, Lucille. Wow! Monsieur Julien? Denis Julien, féministe. Ça va-tu être aussi gentil, là? La question est pour Vincent. Je n'irai pas jusqu'à dire que je l'aime beaucoup. Mais Vincent, je sais que chaque mythe a ses gardiens. Je voulais seulement savoir s'il y avait des gens... quels sont ceux qui s'opposent déjà à toi? Est-ce que ce sont des historiens ou d'autres personnes, des économistes? Et ceux qui t'appuient, à quoi ils ressemblent? Qui sont-ils? Étrangement, j'ai eu la meilleure réception à mes propos chez un groupe que je ne m'attendais pas du tout à communiquer avec. Chez les nationalistes de droite, Mathieu Bock-Côté, Éric Bédard, l'historien Éric Bédard qui écrit justement chaque jour, chaque dimanche dans le Journal de Montréal. J'ai eu une réception étrangement très positive de ce côté-là. Et je vais prendre tout ce qui passe. Du bord des gens qui me critiquent, il y a principalement Guy Rocher. Mais comme ça fait 40 ans qu'il répète la même affaire, puis que ça fait 40 ans que les économistes essayent d'y expliquer que quand on fait des affirmations, c'est bon d'avoir des sources, puis deux, c'est bon d'avoir des sources qu'on compare avec d'autres statistiques. Je sais que c'est révolutionnaire, mais Guy Rocher, j'ai arrêté de prendre son avis au sérieux la minute qu'il a dit que l'éducation, c'était quelque chose qui devait être en dehors de la sphère de l'imaginaire. En tout cas, un long speech dans un courriel qui m'a envoyé que j'ai rien compris. Puis Jocelyn Letourneau aussi, de l'Université Laval, qui lui trouve que je suis un jeune blanc-bec qui se mêle dans un chantier que les économistes ne comprennent rien. Donc, c'est ça. Puis Régent Parent, mais lui, écoute, il a fait ma journée. J'ai imprimé son speech, je l'ai mis dans un laminé, je l'ai mis en haut de mon bureau, j'ai pris une photo, j'ai envoyé par courriel, j'ai dit merci. Ravary. Oui, Lise Ravary, j'ai une question pour Éric. Éric, sais-tu, toi, dans ta recherche que tu as faite pour écrire ton livre, combien coûte à l'État québécois par année les travailleurs, les fonctionnaires de l'État qui sont libérés pour activité syndicale? Oui, ça, c'est une excellente question, Lise. En fait, on ne peut pas le savoir. Je le sais. C'est ça, je voulais te l'entendre dire. C'est que j'aurais beaucoup aimé pouvoir te répondre, puis j'ai fait les recherches, mais malheureusement, c'est secret parce qu'on ne peut pas savoir... Il y a des employés qui sont libérés à temps plein, il y en a qui sont libérés à temps partiel, puis en plus, il y en a aussi qui sont libérés pour aller à des conventions, pour aller à des réunions, pour aller... Donc, c'est exponentiel. Et il n'y a nulle part au gouvernement du Québec où on comptabilise tout quand c'est question d'un paquet de choses, mais là-dessus, il n'y a aucune comptabilité interne, donc on ne peut pas savoir le nombre d'heures qui sont perdues par des fonctionnaires qui sont payés, qui sont supposément à votre service alors qu'ils sont au service des centrales syndicales. Ces statistiques-là n'existent pas, puis je ne pense pas que c'est un hasard s'ils ne l'ont pas fait.
Moi, j'ai entendu dire de gens de l'interne qu'on pourrait parler de centaines de millions. Oui. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a des gens, des fonctionnaires du ministère, de différents ministères québécois qui mettent jamais les pieds au bureau aucun matin que le bon Dieu amène. Ils font du travail syndical à temps plein, mais c'est nous qui payons leur salaire. Absolument. Tu as raison, Lise. Merci. Monsieur? Bonjour, Didier Provencher. Une question pour Éric. Désolé, Vincent, je t'aime bien toi aussi. Dans le fond, moi, je suis syndiqué malgré moi avec Teamster. Et eux autres sont affiliés avec les FTQ. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose aussi au Québec qui fait en sorte que Teamster ne pourrait pas être comme un syndicat indépendant, qui sont peut-être obligés d'être affiliés avec les FTQ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui régit ça ou c'est juste tout à fait un add-on? Non, en fait, il y a deux traditions. Hein. Il y a la FTQ, c'est une tradition plus des syndicats américains qui se sont implantés au Québec. Il faut se rappeler, quand ils parlent toujours des Américains, des méchants Américains, ça me fait toujours rire quand ça vient de la bouche de la FTQ, parce que la FTQ, c'est un modèle qui, d'abord, s'est implanté aux États-Unis, puis c'est une importation américaine. Puis la CSN, elle, qui est toujours anticléricale, il faut se rappeler que ça, c'est un passé catholique. Hein? Donc, c'est la religion qui les a amenés, qui les a transformés en organisations comme ils sont devenus aujourd'hui. Mais les affiliations sont volontaires, mais c'est quand même... Il y a un lien encore, même avec le Congrès du travail du Canada, avec la FTQ, qui fait que même s'ils ont une espèce de souveraineté, là, ils ont négocié ça, ils se sont un peu désaffiliés, mais ils sont quand même restés membres du CTC. Puis les Teamsters, c'est une association volontaire. Ils pourraient, si jamais les gars voulaient se désaffilier, ils pourraient le faire. Sauf que bonne chance pour si vous voulez vous lever, parce que les gars qui sont supposés vous représenter vont être les premiers à vous mettre les bâtons dans les roues pour vous empêcher de tenir un vote. Donc, ça va être excessivement difficile de le faire. Tu es pogné d'un tentacule du syndicat, que tu le veuilles ou non. Bon, merci. Merci. Oui. Monsieur? Bonjour, Éric. Bonjour. Moi, c'est Simon. Excusez-moi, votre nom, c'est? Simon. Simon. Alors, toi, Éric, tu te dis pour les travailleurs, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. Mais là, moi, il y a plusieurs choses dans ton discours qui sont contradictoires parce que tu te dis pour les travailleurs, mais tu n'approuves pas les lois anti-SCAB, qui sont pourtant des lois qui favorisent les travailleurs quand il y a une grève. Après, aussi, tu chiales sur les syndicats. Aux dernières nouvelles, un employé syndiqué, en moyenne, va faire un meilleur salaire, va travailler moins d'heures, va prendre sa retraite avant un travailleur qui n'est pas syndiqué. Donc là, quand tu me dis en me disant que quand on n'est pas syndiqué, on a des meilleures conditions d'emploi, ça, c'est pas vrai. Après, quand tu dis aussi que au Québec, nous avons le plus haut taux de syndicalisation en Amérique du Nord et que nous sommes un des États les plus pauvres d'Amérique du Nord, n'est-ce pas? Et tu fais le lien en disant que pourquoi nous sommes plus pauvres, c'est parce que nous sommes plus syndiqués, right? Non, ce que je dis, c'est que si les syndicats enrichissaient collectivement le Québec, ça fait longtemps qu'on le saurait, on serait plus riche du continent, pas les 57e sur 60. Mais, justement, voilà ton erreur. Voilà l'erreur. Essayons. Voilà l'erreur. Parce que tu prends la richesse de chaque État, mais tu ne comptes jamais la redistribution des richesses dans chaque État. Les travailleurs au Québec, en moyenne, vu notre modèle québécois, à la fin de l'année, vont en moyenne avoir plus d'argent que tu le veuilles ou non. OK, excusez-moi. Est-ce qu'il y a une question? La question, oui. Et pour revenir à la question, tu dis que les syndicats... 2 secondes, voilà la question. Tu dis que les syndicats, en ayant approuvé les étudiants, en s'étant opposés à la réforme de l'assurance-emploi, s'opposent à la modernité, n'est-ce pas? Donc, tu es en train de nous dire que la modernité est obligatoirement à droite. Alors, ma question est comment est-ce que la droite peut-elle dire qu'elle a le monopole de la modernité maintenant? Merci, Simon, pour ta question. D'abord, je suis content que quelqu'un qui a une conviction à gauche puisse venir au Réseau Liberté Québec et que vous le respectiez. Parce que je pense que si moi, j'allais dans un congrès d'une organisation gauchiste, je ne suis pas sûr que je serais accueilli avec le même respect. Puis je veux vous féliciter pour votre savoir-vivre. Simon, tu poses des bonnes questions. Effectivement, la loi anti-SCAB, c'est vrai qu'à court terme, on peut percevoir, puis c'est souvent ça le problème avec le syndicalisme, c'est que le discours fait croire qu'effectivement, les travailleurs ont des gains à court terme. Sauf que quand un État s'appauvrit, quand une entreprise s'appauvrit, bien, c'est l'ensemble des travailleurs qui en souffrent. Et quand une entreprise est otage d'un syndicat dans un conflit de travail puis qu'elle est obligée de négocier des conditions supérieures à ce qu'elle aurait les moyens de payer, à terme,
tous les employés vont perdre parce que soit qu'ils vont perdre leur emploi, soit la croissance de l'entreprise va stagner. Il va y avoir un paquet d'effets pervers qui vont faire que, ultimement, c'est les travailleurs qui vont payer pour les changements. Donc, il faut toujours faire attention, que c'est toujours facile de regarder une belle mesure à court terme qui semble une espèce de bonbon, mais souvent le bonbon est empoisonné à la longue quand il arrive sur le terrain. Mais je vais laisser Vincent répondre un peu plus. Un commentaire factuel que je veux faire là-dessus. Il y a 3 éléments importants. Il n'y a pas de lien statistique fiable entre le taux de syndicalisation et le salaire à l'extérieur du secteur public. Toutes choses étant égales par ailleurs, il n'y a aucun lien statistique entre les deux. Même quand on trouve un lien statistique fiable là, sur les économistes, l'effet est contraire. En fait, la syndicalisation a un effet de réduction sur le taux de salaire, à l'exception du secteur public. Et quand on regarde dans le secteur public, c'est l'inverse. Le secteur public, parce qu'il y a un monopole, il y a juste un État, les salaires, toutes choses étant égales par ailleurs, sont 10 plus élevés en dépit d'un temps de travail 20 inférieur et 11 un nombre de conflits de travail 11 supérieur. Ça, c'est basé sur des études américaines. Je pense que c'est le temps qu'on mette ça au fait. Je pourrais être de gauche puis vous dire ces faits-là. Ça, c'est les faits. Ça, c'est les études économiques. Je suis un économiste du travail. J'ai passé des années à faire ça. Je pense que c'est le temps. Ça, c'est des faits qu'il faut savoir. Puis un petit bout d'histoire encore, là. Le Québec, dans les années 50, avait un taux de syndicalisation inférieur aux États-Unis, qui était en fait, dans ce temps-là, le paradis syndical sur Terre. En fait, le taux de syndicalisation dans le secteur privé aux États-Unis était supérieur au Québec. Et pourtant, les salaires au Québec ont augmenté de 50 à cette époque-là pour les travailleurs non spécialisés, alors qu'ils ont juste augmenté de 12 aux États-Unis. Donc, non, il n'y a pas de lien. Vraiment, s'il vous plaît, là, dites tout ça. On est un peu pressé par le temps. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions. Je vous demanderais d'être relativement succinct. En fait, je vais être très bref. Jean-François Moras, je voulais juste vous dire, M. Duhem, en fait, on est 2 à vouloir savoir combien M. Nadeau-Dubois a eu de la CSN. Merci, Jean-François. Bonjour. Bonjour, mon nom c'est Jasmin Leblanc. Moi, j'aimerais ça qu'on démystifie quelque chose que je vois souvent passer à la télévision, c'est les fonds de la solidarité FTQ. Moi, en fait, j'en vois passer de la pub à 20 impôts, justement. Et puis, j'ai entendu beaucoup de choses par rapport à ces fonds-là. Et puis, j'aimerais ça qu'on en parle parce que moi, de ce que j'ai su, puis là, vous me direz si je me trompe, c'est que l'argent qu'on place dans ces fonds-là est barré jusqu'à notre retraite. Oui, vous avez raison. Contrairement, si vous investissez dans un autre fonds d'épargne, là, c'est peut-être Yann Sénéchal qui pourrait mieux répondre que moi. Mais évidemment, tu peux retirer à n'importe quel moment, alors qu'à la CSN, vous êtes pris jusqu'à l'âge de votre retraite. Mais je veux te dire que ça a été fait il y a 30 ans. Ça a été octroyé par le Parti québécois à l'époque, au début des années 80. Louis Laberge était président à l'époque de la FTQ. Et je veux vous dire aussi que Tony Accurso, dont on parle encore beaucoup ces jours-ci, a dit que Louis Laberge, c'était comme son père pour lui et que si le Fonds de solidarité de la FTQ n'était pas là, il n'aurait jamais pu faire des affaires au Québec. Donc, ça revient un peu à ce qu'on a discuté tout à l'heure. L'autre chose, c'est pas moi qui le dis, c'est David Descoteaux, qui est chroniqueur économique au Journal de Montréal, Journal de Québec, nous rappelait, il a fait la ventilation un peu de où l'argent était placé par le Fonds de solidarité de la FTQ, parce qu'initialement, c'était pour créer de l'emploi au Québec. Alors, on voit que c'est pas vrai. Là. Il y a un paquet d'investissements qui est annoncé. Il donne des exemples à tous les jours. Là, on vient de créer 200 emplois à Las Vegas, puis c'est de l'argent des capitaux du Québec subventionné par des crédits d'impôt, ou en Pologne, ou au Brésil. Il y a même 30 % qui sont dans des obligations qui est à très faible risque, en fait, pour pas dire pas de risque du tout. Donc, on est le seul État au monde qui donne des crédits d'impôt aussi élevés pour de l'argent qui est investi dans le privé pour la même chose, sans crédit d'impôt. Donc, il y a quelque chose de tout à fait aberrant. Et il y a très peu de gens, en fait, qui remettent ça en question présentement. On prend pour acquis que ça existe, alors qu'en Ontario, par exemple, ils en ont déjà eu des fonds de travailleurs et ils viennent d'abolir ça. Pourquoi qu'au Québec, on est plus fou qu'ailleurs? C'est un petit peu ça que je veux apporter, parce que moi, je suis comme ça. J'aime ça quand on prend conscience de choses mutuellement. Moi, personnellement, en tout cas, de ce que j'ai compris de ça, c'est que c'était vraiment pas un bon investissement pour tout le monde qui est ici. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose d'investir dans des fonds comme celui-là. Merci. C'est parce qu'on on voit vraiment beaucoup de publicité, puis c'est là que ça vient confirmer un petit peu ce que tu dis, c'est qu'ils ont vraiment un gros pouvoir au niveau monétaire, puis ça fait la publicité sur à peu près n'importe quoi. Fait qu'à ce niveau-là, on voit ça passer, puis je sais que le commun des mortels, à la fin de l'année, il veut économiser de l'impôt, puis c'est tout ce qu'on voit. Merci beaucoup. Mon nom est Jean Landry. Premièrement, Éric, je veux te féliciter pour le bon travail que tu as fait. Merci.
J'ai été un gars au niveau du syndicat en permanence, 5 jours par semaine libéré. Et le seul problème qui existe, puis un gros problème, il va falloir premièrement réformer le Code du travail, de 1, et de 2, les intérêts du syndicat ne sont plus là. Avant ça, c'était la base, et puis la base était importante. Aujourd'hui, on prend une pyramide, mais la pyramide est à l'envers. C'est ça qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, on ne verra pas à défendre le travailleur, puis l'intérêt est plus la même qu'elle était dans les années 60, 70. Et puis, je dois vous dire une chose, que dans un mouvement syndical, tout est clos. C'est impossible de savoir ce qui se passe là. Il faut que vous soyez sur le conseil d'administration pour le savoir, puis les libérations, puis les congrès, puis ainsi de suite. Mais il faut que les choses reviennent à la normale et que l'intérêt d'un syndicat, ça soit vraiment la base, ses membres, mais les syndicats, M. Duhem, se sont déconnectés complètement. C'est une remarque que je voulais faire. Et merci pour le bon travail. Merci. À vous. Madame Durocher. Bonjour, Sophie Durocher. J'avais une question pour vous deux. Moi, je m'intéresse aux médias, puis vous avez tous les deux, dans chacun de vos cas, des positions qui vont vraiment à contre-courant. Donc, je suis juste curieuse de savoir quel impact vous avez eu, quelle couverture vous avez eu dans les médias dans chacun des cas, et quelle couverture vous pensez avoir dans les médias, quel impact, parce que c'est le fun de se parler entre nous ici, mais vous émettez des idées qui sont vraiment à contre-courant. Quelle visibilité? Vas-tu être invité à Tout le monde en parle pour en parler de ton livre? C'est pas à moi, il faut que tu poses la question, mais Mme Ravary a réussi à le faire. J'y ai été quand même 2 fois, j'ai eu la chance d'y aller quand même 2 fois. Oui, mais les syndicats, c'est un gros morceau. Les syndicats, c'est sûr que c'est un plus gros tabou. Je pense que ça va être plus difficile. Je vais le savoir, il va falloir que je réponde à ta question dans une semaine parce que je fais mon lancement demain Québec, mardi au Saguenay, mercredi à Montréal. Mais déjà, écoute, juste le fait que présentement sur les réseaux sociaux, les gauchistes sont en train de s'activer pour faire une manif contre le lancement de mon livre à Montréal, je trouve ça particulier. Ouais. Ils ont... Ah ouais? Pensez juste un instant que nous autres, ici, on partirait et on irait manifester parce qu'il y a un gauchiste qui vient d'écrire une étude ou un essai qu'on veut manifester contre ça. On passerait pour des débiles mentaux. Mais non, mais ils sont pour la liberté d'expression, pourtant. C'est la liberté d'expression, la diversité d'opinion. Il y a quelque chose de très totalitaire dans dire qu'on ne veut pas que les autres gens... Parce qu'on est contre tes idées, on ne veut même pas que tu aies le droit de les publier, on ne veut même pas que tu aies le droit de les exprimer puis de les diffuser. Il y a quelque chose de très inquiétant, en fait, là-dedans. Et j'espère qu'il y a des gens qui vont se réveiller puis qui vont voir qu'il y a un problème au Québec. Puis il y a un tabou. Là, je vous ai parlé de l'anecdote de ma mère à la blague un peu, là, mais je peux vous dire que c'est un énorme tabou parler des centrales syndicales au Québec. Même les chambres de commerce ont de la difficulté à m'inviter parce qu'ils ont peur de la réaction, parce qu'il y a des entreprises syndiquées où ils ne veulent pas partir en guerre. Je vous nommerai pas... même mon éditeur, j'ai changé d'éditeur parce que mon éditeur avait un malaise. Il voulait que j'adoucisse le ton. J'ai changé... pour le vendre chez Walmart, ça a été difficile parce que Walmart ne voulait pas l'entrer parce que vous savez tous les problèmes qu'ils ont eu avec les syndicats. Ils ne voulaient pas partir une guerre contre certains représentants qui poussaient pour une syndicalisation de Walmart. Donc, il y a des problèmes au Québec. Je suis tellement contente de t'avoir posé la question. Il y a des problèmes au Québec à aborder un sujet comme celui-là, mais regarde, dans une semaine, je pense que je vais être plus apte à répondre à ta question, Sophie. Vincent, c'est plus, je vais la modifier parce que, bon, les médias vont peut-être moins, mais combien de temps ça va prendre, d'après toi, pour que dans les manuels scolaires au Québec, on arrête justement de parler de grande noirceur, révolution tranquille, et qu'on dise la vraie réalité de ce que tu nous as démontré aujourd'hui? Bien, je vais répondre en 2 volets. Le premier volet, c'est est-ce que ça ratisse large? Oui, j'ai passé dans Le Devoir pour un article complet de 1600 mots. Puis j'ai aussi passé, je passe dans Summum la semaine prochaine. Fait que j'estime que je ratisse large en mots. Fais-tu la une? Fais-tu la une? Je le sais pas encore, mais honnêtement, c'est le rêve de tout homme. Je me retrouve en 2 pitounes pour vrai. Puis j'attends juste une invitation à ton show si tu veux qu'on en parle. Mais maintenant, pour l'histoire du Québec, je pense que j'ai dévoué une carrière parce qu'il y a énormément de choses qui ont été écrites sur l'histoire du Québec, pas juste sur la Révolution tranquille, mais sur un ensemble de moments qui ont été écrits par un manque d'outils importants qui proviennent de méthodes acceptées. Les gens ont gagné des prix Nobel en utilisant ces méthodes-là. Je réinvente juste pas la roue. C'est juste qu'il y a
beaucoup d'efforts de réécriture. Puis c'est plus que juste la Révolution tranquille, puis la grande noirceur qu'on devrait peut-être effacer de nos termes, mais c'est le temps qu'on relise notre histoire parce qu'il y a beaucoup de choses absurdes qui ont été dites et qui ont été écrites sans compréhension de choses qui se font partout ailleurs. Puis ça, c'est une frustration que j'ai à l'égard de l'histoire du Québec parce que ça ne nous permet pas de se comprendre comme peuple. Si on ne se comprend pas, je veux dire, notre histoire affecte qui on est, comment on pense, comment ça a affecté ce que nos parents nous ont transmis. Puis si on nous l'enseigne d'une autre manière, qu'on le ressent dans notre identité commune, bien, ça a un effet. Puis c'est peut-être le temps que... Peut-être, j'aimerais ça que demain matin, les manuels soient réécrits. J'aimerais bien ça, mais j'y crois pas. Mais j'espère que vous allez en parler pour que, justement, les gens réalisent que ça a été écrit d'une terrible manière. Ouais, en tout cas, tu es très courageux. Merci beaucoup. Éric, je vais me permettre d'ajouter ceci. J'aime bien citer Dr. House. Dr. House qui disait « If they don't hate you, you're doing something wrong ». Monsieur Pouliot. Information is power. Vincent, merci. Parce que l'information que tu donnes dans ton livre, c'est extraordinaire. Ça donne de l'information et ça donne du pouvoir à ceux qui pensent comme nous. Merci beaucoup. C'est un travail de moine que tu as fait. Félicitations. J'ai même la coupe de cheveux qui va avec. Et Éric, Information is power. Tu en as parlé rapidement, mais je pense qu'on sous-estime l'impact du Bill C-377, qui maintenant force la divulgation financière de l'information financière des syndicats. J'ai fait une petite recherche pour comprendre pourquoi est-ce que l'État du Michigan avait passé une loi Right to Work. L'État du Michigan détroit les gros syndicats. Et on sait qu'aux États-Unis, il y a depuis longtemps cette obligation-là des syndicats de déposer leurs états financiers. Tu peux aller sur le site web du département du travail, chez toi, dans ton sous-sol, tu fais quelques clics et tu as les états financiers de ton syndicat. Tu n'es pas obligé de le demander, les états financiers, à ton permanent syndical. Ça, c'est pas gagnant, c'est pas winner quand tu travailles pour une entreprise syndiquée. Et au Michigan, les syndicats dépensent en moyenne 25 des cotisations syndicales à représenter les travailleurs, c'est-à-dire à négocier les conventions collectives et à appliquer les conventions collectives. 75 de l'argent récolté par les syndicats au Michigan est dépensé à d'autres fins. Pour le plus gros syndicat au Michigan, qui est le syndicat des employés, des professeurs syndiqués, qui a 134 000 membres, 89 de l'argent est dépensé à des fins autres que la représentation syndicale. Information is power. À un certain point, quand les employés voient ça, ils disent « ça va faire ». Merci, Adrien. Merci à vous deux. C'était fort intéressant. Merci. Écoutez, c'est déjà terminé. Il reste une personne qui doit vous adresser la parole.